J'ai vraiment cette idée d'avoir cette technique un jour à ma disposition, de pouvoir travailler au fond en étant à la surface, de voir le site dans toutes ces 3 dimensions tout en n'ayant qu'un casque sur les yeux étant au sec. Et d'être sur l'épave même si elle est à 2000 mètres, c'est-à-dire totalement inaccessible. Là, on voit très nettement en fait, hein, on voit la zone de l'épave qui est parfaitement circonscrite, on voit qu'il y a des canons ici, on en voit, alors là c'est parfait sur le site, on voit d'ailleurs qu'ils sont relativement espacés de manière égale, et donc ça concourt à étayer l'hypothèse qui est la nôtre depuis la découverte, c'est que le bateau s'est posé à plat sur le fond. C'est-à-dire que probablement il y a un léger tumulus, donc on a un bateau en forme qui s'est écrasé sur le fond, puis s'est tassé tout doucement au fur et à mesure que la corrosion, etc. jouait son effet, que le bois a cédé. Là, on est quand même dans 90 mètres d'eau, c'est pas inaccessible, mais c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc c'est la chance d'avoir un site totalement conservé, parfaitement homogène, sur lequel personne n'a fait aucun prélèvement, ce qui fait que chaque objet, chaque brin, je dirais, d'organique, chaque élément de la vie à bord peut être retrouvé aujourd'hui et reconstituer le panorama d'une vie militaire et maritime au milieu du XVIIe. Vous avez une épave sous l'eau, une épave sous-marine. Pour qu'un archéologue puisse aller la toucher du doigt, entre guillemets, il a besoin d'une part d'être à bord d'un bateau, bien évidemment, d'avoir à ses côtés un opérateur technique qui, lui, va piloter, avec un système de manette, va piloter un robot sous-marin, qui lui-même sera normalement accompagné d'un autre robot avec un autre opérateur qui permettra d'éclairer la scène, d'assurer la sécurité du premier robot, parce qu'il peut y avoir des filets qui traînent, les robots sont reliés par des câbles. Enfin, quand on sait un petit peu comment ça se passe en mer, sur un bateau, ça devient tout de suite très très compliqué de mettre 2 ou 3 robots à l'eau et d'aller voir ce qui se passe même à moins 90 mètres. Donc l'ambition réelle de Michel Lourd, c'est de s'affranchir de tout ça et de piloter lui-même le robot, de pouvoir manipuler les objets archéologiques sous l'eau, parce que quand il collabore avec un opérateur qui pilote le robot, ça va très vite. Donc on repère par exemple une jarre et hop, le robot est déjà passé dessus, alors que dans l'esprit de l'archéologue, il fallait peut-être arrêter le robot, le repositionner, le temps ne serait-ce que de prononcer, d'exprimer ses idées auprès de l'opérateur technique. Le robot a déjà fait son chemin, c'est trop tard. Donc la première étape pour entrer dans le monde immersif, c'est de chausser ce casque immersif 3D. Alors tu as 2 pédales au pied. Ouais. Celle de droite présente 2 bascules, une bascule avant-arrière qui te permet d'aller vers l'avant et l'arrière. Avant, arrière. Voilà. Et après ça bouge sur le côté. Exactement, droite-gauche. Ok. Et puis la pédale de gauche te permet de monter ou descendre. C'est difficile à expliquer ce qu'on ressent parce que en même temps tu es dans l'eau, le site totalement familier, donc l'impression que tu peux te déplacer autant que tu veux, une fois que tu as compris les mouvements, ce qui est pas forcément très simple. Bon, ok.